Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien vidéo et long format que Mediapart consacre aux différentes façons de penser ou repenser l'islam alors que les attentats djihadistes, les polémiques sur le Burkini ou la campagne électorale en font un objet d'attention ou de crispation depuis déjà de longs mois et sans doute pour quelques temps encore. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Burgat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'IREMAM, l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Vous êtes aussi le coordinateur d'un projet européen d'ampleur sur le monde arabe, dont l'acronyme est WAFAV. Je vais vous laisser dire ce que c'est. En anglais, lorsque l'autoritarisme échoue dans le monde arabe. Et vous venez de publier Comprendre l'islam politique, une trajectoire de recherche sur l'altérité islamiste 1973-2016. C'est aux éditions La Découverte et c'est un livre qui est à la fois une plongée rétrospective dans votre parcours de recherche et une ambitieuse synthèse de ce que recouvrent aujourd'hui les mots d'islam politique, d'islamisme et d'islam. Alors on va peut-être commencer avec ça. Qu'est-ce qui relie et qu'est-ce qui ne relie pas, à vous lire, l'islam et l'islam politique? Je vais botter en touche. Je vais vous dire, l'islam, je ne connais pas. Je n'ai jamais rencontré. J'ai eu par profession le privilège de vivre un peu plus longtemps que d'autres Français dans le monde musulman. Donc j'ai rencontré énormément de musulmans. J'ai traversé des sociétés musulmanes. Alors disons que j'ai fait la découverte de ces sociétés dans une conjoncture historique particulière. Et je vais immédiatement vous asséner la temporalité de mes réflexions. C'est quand même la temporalité de la colonisation et de la sortie de la colonisation. Donc j'ai rencontré des musulmans dans une période de leur histoire où ils sortent la tête un petit peu après la nuit coloniale, après les tempêtes de l'affirmation nationaliste, et effectivement traversent ces sociétés un phénomène qui nous amène au cœur de la réponse que je ne vais pas esquiver, qui est que les marqueurs de l'appartenance musulmane retrouvent plus de visibilité dans le champ politique. Alors, oui, bien sûr, il y a une relation entre islam politique et islam. Je dirais, tout est confondu. Mais je vais assaisonner cette première réponse d'une petite contradiction, le paradoxe de notre perception de l'islam politique. Alors, l'islam politique, c'est tous les gens qui ont du poil au menton et qui disent Allahu Akbar. La propension du regard occidental, notre propension des non-musulmans, c'est à dépolitiser le comportement des acteurs de l'islam politique, à les enfermer dans leur appartenance religieuse ou à surinvestir l'explication sociologique de leur comportement et à leur nier le droit d'être simplement des acteurs politiques. Et donc, ce qui traverse ma démarche presque tout le temps consiste à dire arrêtez avec l'approche religieuse, n'expliquez pas les autres par les versets de leur dogme religieux, admettez le fait qu'ils utilisent de façon plus ostentatoire que par le passé le lexique de la religion quand ils s'expriment en politique, mais s'il vous plaît, acceptez de les considérer pour ce qu'ils sont, des acteurs politiques dans une période de leur histoire où ils sortent d'une phase où ils ont été les dominés et où ils veulent retrouver leur rang dans le concert des nations. Mais alors, inversement, et après on va venir à ce lexique islamiste que vous avez étudié pendant toutes vos recherches, on dit souvent, c'était l'objet d'un livre récent d'ailleurs de Jean Birnbaum, que la gauche n'arrive pas à penser la dimension religieuse de l'acte, y compris de l'acte politique. Est-ce que, avec la volonté louable de ne pas réduire l'islam politique à quelque chose qui émanerait d'un sacré qu'on comprend souvent mal, est-ce que vous ne craignez pas de creuser ce sillon de la mauvaise compréhension qu'on a non seulement de la manière dont la religion agit les hommes, mais dont elle peut agir sur les hommes? Oui, mais moi, je ne peux pas reprendre la problématique de Birnbaum parce que la mienne est très différente. Donc, j'ai besoin de mes outils pour travailler. Et j'ai donc besoin de résumer. Ça anticipe peut-être des questions sur lesquelles nous serions arrivés après, mais j'ai besoin de résumer la problématique que depuis 30 ans maintenant, parce que le premier ouvrage que j'ai publié, c'est en 1988, ça s'appelle « L'islamisme au Maghreb » et c'est le sous-titre qui est important, « La voix du Sud », c'est-à-dire la terminologie qu'emploie le Sud pour parler au Nord. Donc ma problématique a consisté à dire la capacité d'attraction, la force d'attraction
du lexique islamique. Le parler musulman forme des majorités électorales, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. D'où est-ce que ça vient, cette capacité d'attraction du lexique musulman sur la scène politique? Toute ma thèse consiste à dire, ça ne vient pas du caractère sacré, ça vient du caractère endogène. Endogène, homemade. Le lexique musulman, c'est avant toute chose un lexique qui signifie à celui à qui on l'oppose, je n'ai même plus besoin de la terminologie que tu m'as imposée au temps de ton hégémonie coloniale, comme étant le seul lexique politique permettant d'exprimer mes besoins ou de réguler, de répondre aux exigences de ma société, je vais m'exprimer maintenant avec un lexique endogène, hérité de la culture de mes ancêtres, avant ton irruption, toi occidental, dans ma sphère symbolique, par le biais de la colonisation. Alors, la problématique devient complètement différente. J'ai dit que ce qui se produisait dans ces sociétés, ce n'est pas l'émergence d'une idéologie politique, c'est la reconnexion de tout le terroir de fabrication des idéologies politiques avec le réservoir de, c'est magique, c'est idéologique, avec le réservoir de la culture perçue comme héritée des ancêtres, perçue comme ayant préexisté à l'éruption des catégories de la culture coloniale. Alors je ne peux pas après dire nous pensons pas nous avons des difficultés à penser le religieux, puisque je reviens à ce que j'ai dit, le lexique musulman, ce n'est pas avant toute chose un lexique religieux, c'est un lexique non occidental, autre qu'occidental. C'est un lexique qui vient de ce segment des sociétés qui n'a pas été obéré, effacé par la présence coloniale. C'est cette petite enceinte que nous n'avons jamais réussi à coloniser, le sentiment religieux. Et donc, lorsque les gens parlent musulman, ils parlent un langage qui est endogène, perçu comme hérité, homemade, non occidental, mais pas nécessairement anti-occidental. Non occidental, mais pas nécessairement anti-occidental. Et c'est cela que nous n'arrivons pas à comprendre. Et j'enchaîne parce que, comme ça, on aura toutes les bases. Un parler musulman ne détermine pas un agir musulman. C'est-à-dire que quand on parle musulman, on peut adopter dans le champ politique des postures très diversifiées. On peut être radical, on peut être violent, on peut être gentil, on peut être modernisateur et réformateur ou au contraire très conservateur. Et si on a compris ça, je dirais vous avez tout mon dispositif analytique. Le lexique, le parler musulman fait son comeback sur les scènes de toutes les sociétés de l'ancienne périphérie coloniale. Ceux qui parlent musulman ne vont pas devenir automatiquement ni gentils ni méchants, ni radicaux dans un sens, ni radicaux dans un autre. Ils vont devenir des gens qui emploient un lexique avec lequel ils sont plus à l'aise parce qu'ils ont l'impression qu'ils prolongent. Ça, c'est très important. C'est un peu le cœur de mon dispositif de construction historique de l'islamisme. J'ai dit l'islamisme, c'est une formule que je suis obligé d'assumer jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit l'islamisme, c'est le troisième étage de la fusée de la décolonisation. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire que la rupture avec l'hégémonie occidentale inhérente à la colonisation, c'est d'abord faite sur le terrain politique. Les Algériens, pour prendre l'archétype de la situation coloniale, les Algériens nous ont dit « tu es assis sur ma chaise, rentre chez toi, je ne veux plus un drapeau tricolore, j'en veux un d'une autre couleur ». C'était les indépendances politiques. Cela a généré de notre part des réactions émotives, émotionnelles, excessives. Nous n'avons pas accepté ça. Bon, nos malheurs ne se sont pas arrêtés là. Nos malheurs ont continué lorsque, quelques années après, les Algériens nous ont dit « Hé, hé, tu as emmené la clé des champs pétroliers et tu vas maintenant nous la rendre ». Et nous sommes entrés dans l'ère d'un nouveau niveau de rupture, entre les anciens colonisés et les occidentaux, qui était l'ère des nationalisations. Nos malheurs n'étaient pas terminés, ou les perturbations liées à la fin de la période coloniale n'étaient pas terminées. Les ex-colonisés se sont mis à nous dire, dorénavant, pour m'exprimer, pour m'adresser à toi, pour mobiliser ma société, je ne vais plus employer le lexique politique dont tu as eu la prétention de me dire qu'il était le seul permettant d'exprimer l'universel. Je vais parler avec un langage homemade, je vais parler musulman. Et c'est ça, c'est ce troisième niveau de la rupture symbolique, culturelle, idéologique au sens restreint du terme, parce qu'encore une fois, quand on parle musulman, ça ne veut pas dire qu'on est anti-occidental, ça veut dire que l'on prolonge sur le terrain
culturel, idéologique, symbolique, le processus de repositionnement, de remise à distance initié par les ruptures politiques et économiques des indépendances et des nationalisations. Mais alors, on vous entend, mais ça veut dire que, parce que c'est ce que vous montrez, hein, c'est que le lexique de l'islam politique, c'est précisément un lexique assez plastique, et c'est pas une grammaire rigide, voilà. Et que donc on peut ranger sous cette bannière de l'islam politique aussi bien un Rached Ghannouchi en Tunisie qui joue le jeu d'une démocratie qui à bien des égards ressemble à la démocratie telle qu'elle a été chrétienne issue des Lumières, et un Abou Bakr al-Baghdadi qui prétend refaire un califat sur un territoire donné. Donc, ok, plasticité du lexique islamiste. Qu'est-ce que... moi, à la fois j'entends ça, à la fois quand vous dites que finalement, si tout ça est au fond le troisième étage de la fusée de la décolonisation, est-ce qu'il n'y a pas quand même le risque de dire, dans ce cas-là, au fond, c'est une forme de revanche de l'histoire, hein, c'est souvent comme ça d'ailleurs que les membres de l'État islamique se présentent, et que donc toute forme de revanche d'une histoire qui est une histoire de domination est, sinon légitime, du moins compréhensible. Ah, mais ce qui se passe est compréhensible. La dynamique de repositionnement de la périphérie coloniale de l'Europe par rapport à l'Europe est une dynamique historique qui est légitime. Elle est déplaisante, elle est déstabilisante. Nous ne devons pas la surinterpréter. Le rôle le plus difficile à jouer, ce n'est pas le rôle de ceux qui sortent de l'ère de la domination. Ce ne sont pas les ex-dominés, ce sont les ex-dominants. C'est notre partition qui est difficile à jouer. Mais une fois que l'on a dit que le mécanisme qui nourrit le rééquilibrage des groupes culturels, sociopolitiques à la surface de la planète est légitime, ça ne veut pas dire que tout ce que vont faire les nouveaux dominants, ou en tout cas les ex-dominés, est légitime et approuvable. On entre simplement dans une période d'une banale complexité. Je l'exprime en anglais, je dis on entre dans la période de politics as usual. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que quelqu'un s'exprime avec le lexique musulman qu'il devient gentil, beau, moderne ou tout ce qu'on veut de valeurs positives, mais ce n'est pas non plus parce qu'il s'exprime avec le lexique musulman qu'il est illégitime, que nous devons le combattre sans nous soucier. Si vous voulez, pour prendre un exemple très simple, il y a une tendance dans l'intelligentsia politique occidentale, lorsqu'on entend « Bismillah », on n'écoute même pas la suite. On dit « ce monsieur s'exprime avec le lexique de la culture musulmane, donc il ne peut qu'au dire ou il ne peut que faire quelque chose de catastrophique. » Et moi je dis, si j'entends un acteur politique dire « au nom de Dieu, le puissant et le miséricordieux », j'attends la suite. J'attends de voir ce qu'il va faire. Et je vais juger sur les actes. Mais je ne vais pas le disqualifier parce qu'il a opéré une rupture sémantique avec mon univers. Je ne vais pas confondre la substance de la référence à une valeur, le respect des minorités, la justice sociale, avec le lexique qui sert à la légitimer. Je prends un exemple très simple. Si un communiste dans les années 50 veut promouvoir la justice sociale, il dit « justice sociale parce que Lénine a dit ». Mais si un chrétien veut promouvoir la justice sociale, il dit parce que l'Évangile a dit, je vais faire. Si un musulman dit au nom de Dieu, je vais promouvoir, et on l'interrompt, on dit non, 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 vous avez mal commencé, ça ne peut que mal se terminer. Non, s'il dit au nom de Dieu, le puissant et le miséricordieux, je promeux la justice sociale, nous nous apercevons à la fin de la journée que nous avons un corpus de valeurs communes, mais que nous employons pour les légitimer des références à des patrimoines spécifiques, et ce n'est pas là que doit se constituer la rupture. Il y a suffisamment de sujets de désaccord avec les expressions radicales de la religion musulmane, mais nous les manifestons à l'égard de Tarek Ramadan. Quand M. Juppé nous dit qu'il ne veut pas le voir dans sa ville de Bordeaux, où sommes-nous? Sur quel terrain sommes-nous? Au nom de quoi ce monsieur est-il ostracisé? Est-ce que nous sommes en face de Baghdadi? Est-ce que nous sommes en face d'exécutions sommaires? Non, nous sommes en face de l'ostracisation du lexique musulman dans l'espace public français. Et là, il me semble que oui, nous sommes en danger. C'est cette différence-là qu'il faut faire. Mais est-ce que quand même, à la fois j'entends ça, à la fois est-ce que vous n'allez pas un peu vite en besogne en disant bon de toute façon c'est l'expression dans un lexique
auxquelles on est hermétique de valeurs communes. Parce qu'il y a quand même des moments où les valeurs, on a l'impression qu'elles s'affrontent. Et que même une fois qu'on a rebattu la prétention universaliste de la manière de penser ou de vivre française ou occidentale, il y a des moments où on peut quand même se demander si exprimer la politique à travers le lexique religieux, c'est-à-dire à travers un lexique qui est censé englober quand même tous les aspects de la vie et pas seulement les aspects de la vie publique, ne vient pas en contradiction avec justement certains types de valeurs. Bien sûr, ça peut arriver, mais gardons quand même des statistiques présentes à l'esprit. Le Oussama Ben Laden de l'intelligentsia parisienne, ou disons française, des 20 dernières années, c'était Rachid Ranouchi. On nous expliquait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce principe, un homme, une voix, une foi. Si un jour les islamistes arrivaient au pouvoir, ils ne le quitteraient jamais. On ne revoterait plus une deuxième fois. Que nous a montré l'expérience tunisienne? Je ne sous-estime pas l'expérience de Daesh, mais on viendra. Qui a fabriqué cette radicalisation ultime? Mais l'expérience tunisienne nous a montré que les islamistes pouvaient arriver au pouvoir par les urnes et sortir du pouvoir par les urnes, sans qu'il y ait la moindre de ces contradictions absolues entre le lexique religieux et la démocratie qu'on nous avait brandi pendant des années pour justifier l'autoritarisme du régime de Bourguiba et de Ben Ali. Donc c'est ça que je vous demande de prendre en considération. Quand il y aura des acteurs islamistes qui vont mettre en avant des valeurs qui nous paraissent incompatibles, comptez sur moi. Je suis prêt à utiliser la violence républicaine pour m'y opposer. Ce que je veux, c'est qu'on fasse la différence. Regardez, je vais prendre un autre exemple, vous me comprendrez mieux. Mettons-nous dans l'univers de l'éducation nationale française. Si des parents musulmans viennent me dire « Je ne veux pas que ma fille fasse de la natation parce que je considère que la natation est contraire à l'éthique. » Je vais sortir ma violence républicaine, sans aucun complexe. Et je vais vous dire une chose, 95% des parents musulmans seront dans mon camp. D'accord ? Si en revanche, je veux légiférer sur la longueur des manches du maillot de bain, je ne suis pas purement sur le terrain de l'universel. Il y a matière à négociation, il y a matière à réflexion. Et c'est cette distinction-là que je veux faire. C'est qu'à un moment de notre histoire, nous les Français, nous avons confondu les codes de notre culture avec l'universel. Nous avons en quelque sorte ethnicisé l'universel. Tout mon propos, si on devait le résumer, tout ce que je demande aux Français, et tout ce que je nous demande, c'est de sortir d'une posture où nous confondons nos codes culturels circonstanciels, conjoncturels, avec un universel intangible. Et d'accepter que l'universel puisse être exprimé avec des codes culturels qui sont un tout petit peu différents des nôtres. En d'autres termes, je ne demande pas beaucoup de choses de plus que d'accepter que l'habit ne fait pas le moine. Alors, un tout petit peu, il est discutable. Vous avez vous-même forgé vos analyses dans plein de pays. Aujourd'hui, on réfléchit à ce que serait un islam de France. Est-ce que pour vous, ça a quand même un sens de dire que voilà, l'islam ne prend pas, l'islam politique ne prend pas les mêmes formes selon les nations dans lesquelles il existe? Ah oui, bien sûr. Ça c'est une évidence absolue. Puisque, encore une fois, on est sur le terrain d'une appropriation sociale, d'une appartenance religieuse qui est en prise avec la température sociologique de la société concernée. Une avocate tunisoise, ce n'est pas une femme des hauts plateaux yéménites. Elles sont toutes les deux musulmanes. Donc, bien sûr, il va y avoir une grande diversité d'expressions de l'appartenance religieuse selon les sociétés. Bien sûr, les musulmans européens sont en quelque sorte, c'est toujours simplificateur de dire à l'avant-garde, parce que ça donne une idée linéaire, mais disons, dans leur travail d'exégèse, de remise en cause de certaines rigidités de l'appropriation sociale de la religion musulmane, les musulmans européens, et bon, Tarek Ramadan, pour ne pas le citer, va plus vite peut-être que d'autres au Yémen. Mais ce qui m'inquiète, c'est que nous ostracisons, nous criminalisons Tarek Ramadan peut-être plus encore que des formes d'expression plus traditionnelles de l'islam. C'est ce signal-là dont je veux attirer l'attention sur le fait qu'il est extrêmement dangereux. C'est ça le problème que nous avons. Mais après, nous ne devons renoncer à aucune de nos valeurs, à aucune de nos croyances
pour vivre harmonieusement avec les gens d'une autre appartenance religieuse que celle qui est historiquement dominante en France. Mais alors, comment est-ce qu'on peut dépasser cette faille issue de la colonisation? Bon, déjà, pour tourner la page de la colonisation, il faut l'écrire. C'est une carence majeure de l'histoire de France. Nous n'avons pas encore écrit la page de la colonisation. Il ne s'agit pas de se rouler dans la cendre. Moi, j'ai absolument rien à voir. En tant qu'individu, en 1962, je ne sais plus combien, ça va être horrible à dire, mais j'étais quand même trop gamin pour avoir été impliqué d'une façon ou d'une autre dans le mécanisme de la colonisation. Mais j'ai néanmoins la conscience aiguë que nous devons reconnaître explicitement qu'il y a eu un processus de domination, que nous avons employé des raccourcis avec toutes les règles éthiques possibles et imaginables. Moi, ma conscience politique, elle ne s'est pas formée sur le paradigme de la distribution des richesses en France entre la droite et la gauche. Elle s'est formée quand je suis arrivé en Algérie, où j'ai vécu 7 ans, et où j'ai commencé à confronter les mémoires des officiers de la conquête coloniale avec l'idéologie, je dis mais sans méchanceté, de Paris Match, c'est-à-dire la lecture de Paris Match de l'histoire algérienne. Il y avait des Arabes un peu ingrats qui avaient voulu, ou même ce que je pouvais entendre dans l'atmosphère familiale. Les Arabes étaient ingrats, on leur avait construit beaucoup de routes et ils nous avaient néanmoins chassés. Et quand j'ai compris déjà le degré de violence, la durée de la guerre de conquête, les niveaux de violence qui s'étaient déployés en Algérie, d'abord militaire, ensuite économique et social, ensuite symbolique et culturel. Bon, on a besoin de le dire, ça. Or, il y a quelques années seulement, dans la campagne électorale de 2007, le président Sarkozy parlait encore du rêve de civilisation et stigmatisait l'idée même qu'on puisse reconnaître que, bon, il y a eu un certain coefficient de violence et que si on veut tourner la page, il faut l'écrire. Donc, pour dépasser ça, moi, je pense que déjà, il faut faire des concessions à la réalité historique et déjà admettre qu'il y a eu une violence coloniale. Et après, on peut tourner la page. Mais ça serait déjà une page qu'on ne peut pas tourner si elle est restée blanche. Elle n'est pas blanche quand même. Elle n'est pas blanche. On va dire l'histoire de la colonisation, elle est écrite dans de nombreux départements français, alimentés par l'État. Enfin voilà, on n'est pas non plus. Enfin, vous ne pouvez pas dire ça. Si. Non, mais au cœur du discours officiel de celui qui va devenir président de la République, il y a la négation totale. Il faut aussi le dire. Ouais, il n'est pas encore président. Elle est grise. Non, il est devenu. Ah oui, il est devenu. Il est devenu sur la base de ce discours. Non, mais bien sûr, je sais bien qu'on entrevoit la réalité, mais il faut déjà l'assumer. On a attendu avant-hier, ou il y a 8 jours, ou il y a 10 jours, je ne sais plus, la reconnaissance par le président de la République de la violence qui s'était exercée sur les harkis. C'est un exemple. Combien d'années avons-nous attendu avant de reconnaître cette violence-là? Donc, je pense que c'est en tout cas une direction dans laquelle nous devons nous mobiliser. Nous devons admettre qu'il y a eu un dysfonctionnement des mécanismes de la représentation politique pendant toute la phase coloniale. Et puis après, on va passer la frontière historique et on va admettre qu'il y a aujourd'hui des dysfonctionnements des mécanismes de la représentation politique au détriment des citoyens qui sont musulmans dans ce pays. Et ça sera le deuxième grand chantier. Et puis le troisième, et c'est la fin, on va reconsidérer nos politiques dans le monde musulman et nous demander si la guerre contre la terreur que nous avons menée depuis 2001 ou 2002, qui a fait entre 1 et 2 millions de morts, était l'instrument nécessaire pour répondre à ces crises de mauvaise humeur qui montaient de cette partie du monde à notre égard, compte tenu de la nature des politiques que nous appliquions ou que nous soutenions. Nous avons un allié américain qui porte une grande responsabilité de cette exacerbation du sentiment anti-occidental dans une grande partie du monde musulman. Mais est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui à la fois peut voir les usages frelatés qu'on fait de la laïcité, peut se méfier des discours universalisants, peut être au courant de l'histoire coloniale française, peut être au courant des guerres menées soi-disant au nom de la démocratie et des millions de morts qu'elles ont suscitées dans le monde musulman, puisse en même temps se dire, bon mais malgré tout, l'islam peut être comme d'autres religions, voire risque d'être, comme d'autres religions, un opérateur de conservatisme, et que donc, il y a une forme de rejet de ça, qui soit pas un rejet, qui soit pas un aveuglement sur l'histoire, pas un aveuglement sur les raisons pour lesquelles un parler musulman est utilisé sur un mode politique, mais simplement comme un rejet ou une peur d'un vecteur de conservatisme. Ça, je l'admets parfaitement, pourvu que le rejet ne soit pas sélectif.
pourvu que nous n'ayons pas une propension à nous inquiéter d'une religion plus que des autres. Vous savez, le mariage de la religion et de la politique dans certains pays du Proche-Orient, ça produit des acteurs politiques étonnants, ça produit des solutions politiques étonnantes. Je ne sais pas, il y a quelques semaines, j'ai regardé avec attention une émission sur l'imaginaire politique des colons israéliens. C'est assez terrifiant quand même, la cuisine qu'ils font entre la religion et la politique. Si j'entendais autant, pourvu qu'il n'y ait pas deux poids et deux mesures, je suis prêt à me battre contre les dangers de l'irruption du religieux sur la scène publique. Je suis prêt à manier la violence républicaine. Je vous suis complètement. Je ne suis pas un individu religieux. Ce qui m'inquiète, c'est le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que la laïcité ne doit pas devenir l'instrument qui sert à ostraciser une religion plus que les deux autres. Et peut-être je me trompe, j'espère que vous pourrez m'en convaincre, mais j'ai le sentiment que c'est le cas actuellement en France. Vous écrivez que l'examen des trajectoires, parce que je pense qu'une des raisons qui fait qu'effectivement la religion, quand on parle des risques de la confusion entre religion et politique, on désigne d'abord l'islam plus que les bouddhistes extrémistes qui s'en prennent aux Rohingyas en Birmanie ou davantage que les colons israéliens. Ça, je vous l'accorde. Mais ça pose un peu une question que vous abordez à plusieurs moments dans le livre, c'est que, par exemple, vous dites que les trajectoires fondatrices des djihadistes emblématiques, de Sayed Qutb à Oussama Ben Laden, sont des trajectoires de réaction. Est-ce que, en disant ça, en disant réaction et pas interaction, on ne risque pas d'entrer dans un mécanisme où on pourra toujours dire qui est, même s'il y a l'origine coloniale, la poule et l'œuf. Parce que aujourd'hui, on peut comprendre que des gens, puisque des gens tuent au nom de l'islam, est une forme de peur de l'islam qui entraîne un rejet des musulmans. Voilà, oui, mais il y a quand même une réalité historique. Et, interaction, je veux bien, mais interaction du pot de terre et du pot de fer. Abu Mus'ab al-Souri, vous savez, ce monsieur qui est devenu célèbre, on lui attribue quasiment la paternité de tout ce qui se passe de négatif actuellement. C'est dommage qu'on n'ait pas été voir très exactement à quel moment il se radicalise, à quel moment il quitte la matrice des frères musulmans, comme Saïd Qutb. Il quitte la matrice relativement modérée des frères musulmans. Quand? Après le massacre de Hama, au lendemain du massacre de Hama, au lendemain de l'écrasement de la révolte populaire de Hama en Syrie en 1982. D'accord? Par le père de Bachar. Par le père de Bachar. Saïd Qutb, il y a un chercheur anglais qui a fait un examen extraordinaire. Il a pris les écrits de Saïd Qutb. Saïd Qutb était torturé de façon bestiale, mais il écrivait quand même en prison, d'accord? Et donc, il y a eu des versions successives de Ma'alim fi Tariq et puis de à l'ombre du Coran, enfin, de ses écrits. Et c'est absolument stupéfiant de voir comment Saïd Qutb, plus on le torture, plus il se radicalise. Plus on le torture, plus le spectre des gens qui l'ostracisent, dont il dit qu'ils ne sont pas musulmans, qu'on a le droit de les tuer, est large. Au début, il dit « le tyran n'est pas musulman, on a le droit de l'assassiner ». Puis après, il dit « oh, ceux qui entourent le tyran et qui le laissent fonctionner ne peuvent pas être considérés comme musulmans ». Et puis après, il dit « toute la société qui tolère ce système », etc., etc. Donc oui, j'affirme cela. La radicalisation, bon, c'est un mot dangereux, je sais, mais le passage à des discours de rupture et le recours à la violence armée est le corollaire de dysfonctionnement massif des institutions politiques. Et je vais plus loin. La naissance du djihadisme contemporain au Yémen, historiquement, au Yémen, dans le Yémen du Sud, où l'influence soviétique avait fabriqué les premiers marxismes du monde arabe, qui ont généré les premiers qui ont pris une Kalachnikov, je crois qu'elle existait déjà à l'époque, et qui ont dit, au nom de Dieu, on va rétablir l'hégémonie de notre culture religieuse. Au Yémen, sous l'effet des soviétiques, au Yémen, sous l'effet des Américains, en Afghanistan, sous l'effet des Russes, puis des Soviétiques, puis des Américains, les djihadistes, l'expression extrême de l'appropriation de l'appartenance religieuse musulmane, peuvent toujours, à l'échelle du siècle, être corrélés à des ingérences étrangères. Oui, alors ça, j'enfonce le clou, le djihadisme est quand même très systématiquement le produit d'une contre-violence. Alors ça ne veut pas dire qu'après, une fois qu'on a fabriqué
le discours sectaire de la contre-violence, il ne va pas attirer des gens qui n'ont pas toutes les raisons réactives d'y adhérer. Je ne nie pas ça. Mais historiquement... Oui, parce que si on prend, enfin, je vous entends là-dessus, mais beaucoup de djihadistes, qu'on comprenne le 11 septembre 2001, ne sont pas non plus les damnés de la Terre. Beaucoup ont été torturés. On sous-estime complètement la séquence torture des djihadistes qui revenaient d'Afghanistan quand ils sont rentrés dans leur pays d'origine, qui avaient béni, si j'ose m'exprimer ainsi, leur départ. Hein. On sous-estime... il y a un chiffre qui est très très peu connu, c'est le nombre de morts qu'il y a eu dans la révolte de la Mecque en 1979. Hein. Les historiens se battent, mais des sources françaises disaient déjà 4000, mais il y en a qui augmentent ce chiffre considérablement. Les djihadistes qui entraient d'Afghanistan étaient torturés. Donc je pense que oui, on peut dire quand même que la plupart de ceux qui franchissent le pas de l'action armée radicale sont des gens, regardez Ayman Zawahiri qui est torturé de façon bestiale, qui hurle à ses juges avant de fuir et de partir en Afghanistan, qui raconte les séances de torture. Donc le mot torture déjà devrait être à peu près systématiquement corrélé avec le mot djihadiste. Je vais vous livrer une petite anecdote que j'aime beaucoup employer à titre purement illustratif, mais ceux qui parfois n'aiment pas ce qu'ils considèrent comme trop platement analytique dans mon approche du phénomène djihadiste, disent ce monsieur-là, au lieu de l'appeler Burqa, il faudrait l'appeler Burqa. Hein, ce serait... Et alors moi, ça m'amuse, ça ne me gêne pas outre mesure, mais je dis, quitte à déformer mon nom, appelez-moi Buqa. Et tout le monde me regarde avec un air étonné, personne ne sait ce que c'est que Buqa. Et Buqa, c'est un camp de détention américain au sud de l'Irak par lequel sont passés la plupart des leaders de Daesh, y compris Baghdadi. Alors, soyons francs, Baghdadi n'a pas été torturé. Ah, il a juste été humilié de tous les moyens possibles et imaginables. Et donc, oui, je ne crains pas de dire que la clé de lecture du radicalisme musulman à l'échelle du siècle, c'est quand même une matrice de contre-violence. Après, bien sûr, je suis prêt à toutes les concessions, mais je veux que les éléments fondateurs soient respectés. Nous avons fait entre 1 et 2 millions de morts pour nous protéger de la violence djihadiste qui en a fait quelques centaines ou quelques milliers. Et donc pour vous, la radicalisation politique précède toujours la radicalisation religieuse. C'est l'inverse de, par exemple, ce qu'affirme Gilles Kepel. C'est un point très, très, très important. C'est un point très, très important. Effectivement, une partie de l'école dérivée des néocons dit il y a une société où tout va bien. Hein, et puis, pouf, par une petite canalisation mal rebouchée, il y a le venin d'une idéologie sectaire qui va s'instiller. Alors on nous explique, on nous donne des détails, il est arrivé par la prison un tel, il y a un machin qui l'a passé un tel, il tenait le bouquin de trucs. Et cette belle société qui fonctionnait merveilleusement bien va produire des individus qui vont se mettre à haïr l'autre au nom de ce qu'il est et non pas au nom de ce qu'il fait, et vont dire, dans le prolongement de cette haine, je vais le tuer. Et moi je dis non, c'est tout faux, c'est le contraire. Si les mécanismes de la représentation politique et de l'allocation des ressources, c'est-à-dire ce qui fait que vous êtes reconnu comme un Français à part entière, ne fonctionnent pas, vous allez avoir une certaine propension à vouloir devenir un Français entièrement à part. C'est-à-dire que vous allez vous replier sur vous-même, vous allez mal vivre cette violence dont vous estimez que vous en êtes la cible, vous allez rêver de la faire goûter à celui qui vous l'impose, et à ce moment-là seulement, vous allez chercher le lexique qui vous permet de l'exprimer et de la légitimer. Et donc vous allez utiliser un lexique ou même une grammaire sectaire à ce moment-là, mais c'est parce que vous avez été... Et vous savez, ce que je dis, ce n'est pas très, très révolutionnaire. Je ne vais pas faire de la politique politicienne, surtout pas dans ce contexte extrêmement émotif sur ce terrain de la campagne électorale. Mais quand quelqu'un... On va m'accuser de prendre parti, mais ce n'est pas le cas. Mais quand Macron dit... vous savez, la radicalisation, ça pousse sur un terreau, et s'il y a un terreau, il faut quand même bien considérer qu'on y est pour quelque chose. Je ne demande pas plus que ça.
Je ne demande pas plus que ça. Je refuse simplement que l'on dise il y avait une société parfaitement saine et puis par une fissure de notre dispositif est entré le venin du salafisme qui a transformé des individus en assassins. Non, ça ne fonctionne pas comme ça et je ne dis pas ça pour être gentil à l'égard des musulmans, je dis ça pour être efficace en tant qu'analyste dans le travail qui nous permet de déconstruire les malheurs qui nous arrivent et donc de nous en protéger. Et qu'est-ce que vous avez alors, pour continuer là-dessus, contre la thèse de l'islamisation de la radicalité qui avait été proposée par Alain Berthaud, puis prolongée par Olivier Roy, et qui semblait être une clé d'explication d'une grande partie de ce qui nous est arrivé, ayant quand même l'avantage d'éviter une co-culpabilité de toute la communauté musulmane pour les actes djihadistes? Alors je suis loin de la rejeter en bloc, mais je vais quand même vous donner la clé de lecture de ce que je considère comme mon autonomie de pensée, en prenant le temps de dire que je n'ai pas le sentiment de dire quelque chose de très original. Ce qu'il y a d'original dans ce que je dis, c'est que je m'appelle François et pas Mohamed. Et si Mohamed le dit, on lui dit ça l'intégriste. Et donc dans ce que je dis, il n'y a pas grand-chose de très original. Qu'est-ce qui me sépare? Qu'est-ce qui me sépare pour ne pas les nommer, de ces deux thèses que vous venez d'évoquer? Tout système explicatif qui ne permet pas de penser, et je vais aggraver mon cas, à titre principal, et pas à titre accessoire, la responsabilité d'autres que les musulmans ne me paraît pas recevable sur le plan scientifique. Le dysfonctionnement du monde est le dysfonctionnement d'un monde où les non-musulmans sont en situation d'hégémonie. Le dysfonctionnement du tissu politique français est le dysfonctionnement d'un système politique où les non-musulmans sont en situation d'hégémonie. Donc j'aggrave mon cas et je dis tout examen de l'origine de ces dysfonctionnements qui dit on va y entrer par le prisme de l'islamologie. On va réformer l'islam, ça ira mieux. On va s'interroger sur les contradictions inhérentes au système de celui qui fait du bruit dans son coin là-bas. Eh bien, elle est erronée, elle est inacceptable scientifiquement parce qu'elle ne permet pas d'envisager, je ne dis pas la contre-violence, je dis l'interaction entre ceux qui font du bruit et qui brandissent la Kalachnikov et l'environnement en direction duquel ils se mobilisent. Donc, la thèse du salafisme qui est venu pervertir la surinvestissement de la variable religieuse, je ne l'accepte pas, et je ne l'accepte pas non plus le surinvestissement de la variable sociologique, c'est-à-dire il y a des gens qui sont devenus nihilistes. Ah mais je veux qu'on me dise pourquoi. Et qu'est-ce qui me sépare d'Olivier Roy? C'est qu'Olivier Roy dit dénonce la vieille antienne tiers-mondiste. On lui dit, est-ce que le conflit israélo-arabe a quelque chose à voir? Absolument rien. Ces pauvres pieds nickelés, comme ils les appellent, ne savent même pas que ça existe, la Palestine. Ah bon? Et la fracture coloniale, pouf, ils n'ont pas connu la colonisation. Ça, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter le rejet, le discrédit de ce qu'il appelle la vieille antienne tiers-mondiste, de tout ce dysfonctionnement qu'estiment avoir subi les acteurs du monde musulman. Mais après, l'islamisation de la radicalité, c'est-à-dire le fait que des gens en situation de mal vivre enfourchent ce cheval-là plutôt qu'un autre, oui, il y a vraisemblablement une part d'explication que l'on peut mobiliser. Le travail de Berthaud est relativement convaincant de ce point de vue-là. Le danger, c'est si on se sert de l'explication de la marge d'une mobilisation pour masquer la matrice politique de la mobilisation dans son ensemble. C'est ça qui est absolument inacceptable, c'est de dépolitiser le comportement de ces acteurs de l'islam politique en ne leur accordant que des motivations sociologiques. Alors on l'aura saisi et moi je trouve que c'est tout quelque chose sur lequel il faut vous rendre hommage, c'est-à-dire que dans ce livre, vous ne masquez pas, comme souvent les livres rétrospectifs de recherche, des vraies divergences. Mais bon, là on ne va pas pouvoir les examiner, pas plus que l'ensemble de votre parcours de recherche. Donc je vais me contenter là de conseiller fortement la lecture de Comprendre l'islam politique, mais en vous posant quand même une dernière question.
on voit la nécessité de ce zoom arrière, hein, comme vous dites, pour ne pas être collé aux événements, du coup leur donner soit des sursignifications, soit des sous-significations, ne demander qu'aux musulmans ou à l'islam de régler des questions qui concernent aussi bien les sociétés du Nord non musulmanes. Et en même temps, du coup, ça donne envie vraiment, enfin, c'est à la fois attirant et à la fois un peu, des fois, désespérant, je dois avouer, parce qu'on voit un aveuglement, non seulement chez les responsables politiques, mais dans les laboratoires de recherche, dans les médias, enfin, vous le décrivez assez souvent. Et vous concluez votre question en reprenant le titre d'un film libanais qui s'appelle « Et maintenant, on va où ?» Je vous repose la question pour finir. La vraie conclusion de mon livre, c'est la réponse à « on va où ?» Oui, voilà, non, c'est le titre alors, de la conclusion. Il y a une constante dans ce livre, en tout cas de mon point de vue, c'est que j'ai l'impression de radoter. Vous verrez que la conclusion de l'introduction reprend un de vos anciens livres. Reprend la conclusion du premier des livres que j'ai fait en 1988 et, à tort ou à raison, je ne vois pas de motif de changer la formule. Alors pourquoi ça passe pas? Pourquoi vous radotez? Alors j'en viens quand même à ce dont je fais la conclusion, et pour dire que je radote, je reprends une tribune que j'avais faite en 2005. Bon, c'est pas très vieux, mais en 2005, j'avais dit l'arme de la destruction massive du terrorisme existe. Elle a été inventée. Le problème, c'est qu'elle est trop chère, donc personne ne veut payer le prix. Quelle est cette arme? Cette arme, elle porte un nom horrible et elle porte le mot partage. J'ai dit, ça sera le partage ou la terreur, c'est-à-dire le partage, la redistribution des allocations, mais ce n'est pas le partage uniquement des ressources pétrolières, c'est le partage des ressources symboliques, c'est le partage, je disais, de la Palestine, ça pourrait aider, mais c'est le partage du droit à la parole aux heures de grande écoute dans le tissu politique français, par exemple. C'est la fin des mécanismes de ce que j'appelle la chalroumisation des élites musulmanes, c'est-à-dire la fabrication de fausses élites selon un modèle colonial parfaitement rodé qui veut que pour faire taire un groupe, on lui dit « tais-toi ». Mais ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est on nomme quelqu'un qui va parler en ton nom. Eh bien, toutes ces violences-là peuvent se formuler en termes de refus de partager les ressources symboliques. Et donc, ma conclusion, c'est le partage ou la terreur. Merci beaucoup François Buca, comme vous voulez. Je conseille sincèrement la lecture de ce livre important pour comprendre non seulement l'islam politique, mais ce qui nous arrive et ce qui pourrait nous arriver de pire, souvent de mieux peut-être. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel entretien vidéo et long format pour essayer de comprendre l'islam dans son omniprésente diversité. C'est ça vos mots, François Burga? Merci beaucoup. Merci à vous.